Le 24 mars 1976, l'Argentine connaît son 7e coup d'État en à peine 50 ans. L'armée renverse alors le gouvernement d'Isabel Perón. Cette dernière, alors vice-présidente, avait accédé au pouvoir en juillet 1974 après la mort de son mari, Juan Perón. Mais seulement 21 mois plus tard, avec une inflation qui atteint les 400% et une industrie en crise, elle est de plus en plus contestée dans sa gestion du pays et dans la manière qu'elle a de traiter les opposants. La passation se fait sans presque aucune violence, et c'est le général Videla qui assure la fonction de président. De 1976 à 1983, 4 juntes militaires se succèdent, et durant cette période, l'État va déployer une partie de ses ressources pour débusquer les partisans de ce qu'il appelle la subversion intellectuelle. Et là encore, la traque des opposants politiques se répète. Des opposants souvent détenus de manière illégale dans des prisons clandestines. Aujourd'hui, certains de ces centres de détention peuvent se visiter. Nous rencontrons Ricardo Mario. Soy coordinador del Espacio para la Memoria y Promoción de Derechos Humanos. Este lugar fue un ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio que estaba denominado como Automotores Orletti. Está ubicado en un barrio de la ciudad de Buenos Aires. Funciona desde mayo del año 76 hasta noviembre del 76. Fueron secuestradas alrededor de 300 personas y bueno, este lugar no era una base militar, no era una comisaría, esto era una propiedad privada que al momento del funcionamiento el Servicio de Inteligencia del Estado, que era el organismo de inteligencia de la dictadura, lo alquila para hacerlo funcionar como campo concentracionario. Ya cuando se produce el golpe de Estado aquí en Argentina, en marzo del 76, la Argentina ya sí comienza, digamos, a articular con los servicios de inteligencia del Estado, comienza a articular y a coordinar lo que es la persecución, el secuestro y asesinato. Plus de 300 personnes ont été incarcérées ici et on peut voir leurs portraits affichés un peu partout dans le centre. Aujourd'hui, le site organise des visites guidées afin de rappeler les conditions de détention. Que este espacio fue la sala de tortura, ¿sí? Fue una sala, aquí vas a ver que hay una caja fuerte. Esto tiene que ver con el robo de dinero, con el robo de la documentación de vehículos y de casas. Los represores lo que hacían, guardaban en caja fuerte todo lo que tenga valor y después se lo repartían como botín de guerra. Y esto, y acá nuevamente también lo que te mostraba desde la otra parte, también los distintos impactos de proyectiles, ¿sí? Muchas veces los represores, por perversidad, por diversión, por sadismo, disparaban hacia donde estaban las personas secuestradas. Esta habitación es una habitación que era como una celda de castigo. A este espacio también era una celda, llegó a haber hasta 30 personas alojadas en este lugar. On estime à environ 30 000 le nombre de morts et de disparus entre 1976 et 1983. À Buenos Aires, le parc de la mémoire inauguré en 2007 affiche les noms de ces 30 000 victimes. Le lieu a été créé d'après les gestionnaires de l'espace pour en faire un endroit d'hommage et de mémoire. Et pour se souvenir, l'Argentine a également fait du 24 mars, date anniversaire du coup d'État, un jour férié. Et à Buenos Aires, de nombreux cortèges se réunissent à la Plaza de Mayo, la place faisant face à la Casa Rosada, l'équivalent de l'Élysée argentin. Hola, soy Hugo Pérez Ramos y vengo como todos los años acá cada 24 de marzo a recordar, a celebrar la memoria de alguna manera, si se puede decir. Mi papá se llama Hugo Pérez Navarro, él fue preso político, estuvo por muchas cárceles de toda la Argentina por militante subversivo. ¿Estaba en la cárcel durante cuánto tiempo? Tuvo 7 años y medio, casi 8, en prisión
por su compromiso político, su compromiso con el peronismo. No es una fiesta, por más que suene una música en este momento jocosa, no es un momento de fiesta, sino de memoria. Mais le 24 mars, celles qui attirent le plus l'attention, ce sont elles, les abuelas de la Plaza de Mayo. En 1977, elles avaient osé braver l'interdiction de manifester instaurée par l'État et avaient réclamé des informations sur les membres de leur famille. Car en plus des 30 000 disparus, c'est près de 500 enfants qui avaient été enlevés à leur famille pour être confiés à des familles proches de la dictature. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen. Les abuelas ont réussi, en menant leur propre enquête, à en retrouver certains. Mais la recherche de ces enfants continue encore aujourd'hui. Malgré la fin de la dictature en 1983, les problèmes économiques sont toujours bien présents en Argentine. En 2021, par exemple, l'inflation a atteint les 51% et actuellement 40% des Argentins vivent toujours sous le seuil de pauvreté. Si bien qu'au début de l'année 2022, un accord a été signé entre le gouvernement argentin et le Fonds monétaire international, le FMI, concernant le rééchelonnement du remboursement d'une dette colossale de 38 milliards d'euros. En 60 ans, c'est la 20e fois que le gouvernement sollicite l'aide du FMI, et les Argentins, eux, se demandent quand est-ce qu'ils devront enfin arrêter de rembourser cette interminable dette.